Bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle édition d'information du 19h45 dont voici le sommaire. C'est un fléau qui tue chaque année plus que le sida, le paludisme et la rougeole réunis. La pneumonie est encore responsable de nombreux décès d'enfants. Ce 12 novembre est consacré aux réflexions pour éviter cette maladie. Ce jeudi, la communauté internationale célèbre aussi la Journée mondiale de la qualité, une journée qui vise à sensibiliser sur l'importance de la qualité dans toute forme d'entreprise. Et puis, si vous ne le savez pas, l'usage abusif d'antibiotiques est une menace pour la santé. Les antibiotiques sont des médicaments qui sauvent des vies, certes, mais peuvent abîmer les défenses naturelles de l'organisme. La communauté internationale célèbre ce 12 novembre la journée mondiale de la pneumonie. Cette journée a été choisie par l'Organisation mondiale de la santé pour sensibiliser les populations sur ce véritable problème de santé publique qu'est la pneumonie. Cette infection respiratoire aiguë est responsable du 15% du nombre total de décès d'enfants de moins de 5 ans dans le monde entier. C'est une épidémie mondiale qui nécessite une urgente action internationale. Amandine Aniamboussou. Souvent associée aux personnes âgées, la pneumonie est pourtant la maladie infectieuse la plus meurtrière pour les enfants à l'échelle mondiale. Elle tue plus de 800 000 enfants de moins de 5 ans chaque année, dont plus de 153 000 nouveau-nés. C'est une infection respiratoire aiguë qui touche les poumons. Elle est caractérisée par une inflammation des alvéoles pulmonaires, lesquels alvéoles sont au fait des poches dans lesquelles se concentre l'air lorsque nous respirons. Et en cas de pneumonie, ces poches sont remplies de pus et de sécrétions, ce qui rend difficile la respiration. Il existe plusieurs sortes de pneumonie. Elles peuvent se transmettre de différentes manières. Là, on parle de pneumonie bactérienne, des virus, on parle de pneumonie virale, mais également des champignons, des mycoses. Là, on parle de pneumonie mycosique. Certaines formes sont contagieuses puisque nous avons parlé des virus, des bactéries. Et quand ces virus et bactéries sont transmis à quelqu'un, elles peuvent être contagieuses. Et cette contamination peut se faire notamment par les particules en suspension. Le tout débute par une toux qui au début est une toux sèche. Mais avec le temps, elle peut devenir productive avec des expectorations. Également, nous avons une fièvre très forte, 39-40 degrés par exemple. Nous pouvons aussi avoir une douleur thoracique. Certains facteurs exposent davantage au risque de pneumonie. Les personnes âgées de plus de 65 ans sont très exposées, mais également les enfants jusqu'à 5 ans, ils sont beaucoup plus fragiles, ils sont exposés. Et aussi les personnes qui ont une baisse de l'immunité, notamment les personnes vivant avec le VIH, les diabétiques, les personnes qui souffrent du cancer, également les personnes tabagiques. Le traitement de la pneumonie dépend de son origine. Ça se fait dans le cas des pneumonies bactériennes par les antibiotiques. Et on utilise généralement l'amoxicilline, soit simplement ou en association. La prévention est un volet très important pour la pneumonie. Et en guise de prévention, il y a le vaccin contre la pneumonie, qui est déjà introduit dans le programme élargi de vaccination au Bénin, qui est systématique chez tous les enfants. Entre la pneumonie et la COVID-19, il y a un lien étroit. Une récente étude sud-coréenne montre en effet qu'un quart des jeunes ayant contracté le virus développent également une pneumonie. C'est tous deux des pathologies qui ont une atteinte préférentiellement pulmonaire et qui ont des symptômes qui se ressemblent. Il suffira juste de se rendre dans un centre de santé le plus proche et les agents de santé sont qualifiés pour pouvoir faire la part des choses et donner les orientations qu'il faudra. On peut éviter la pneumonie en augmentant les mesures de protection, en réduisant les facteurs de risque et en adoptant de bonnes pratiques d'hygiène.
Qui parle de pneumonie, parle aussi de la Covid-19, nous disait il y a un instant Amandine Aliambossou. Et parlant de cette pandémie, des réactions internationales optimistes se multiplient après l'annonce le 9 novembre dernier par le groupe pharmaceutique Pfizer que son vaccin réduirait de 90% le risque de tomber malade du coronavirus. Ce dernier pourrait être autorisé d'ici quelques semaines aux États-Unis, mais le reste du monde devra encore attendre des mois. Les précisions dans ce reportage de nos confrères de France 24. Quelques millilitres de ce vaccin pourront-ils redonner une vie normale à 8 milliards d'êtres humains? Les derniers résultats des laboratoires Pfizer et BioNTech suscitent un espoir prudent dans la communauté scientifique. This is really great news, but we do need to have the data reviewed by an independent committee. And so, the FDA has the Vaccine and Related Biologics Advisory Committee that will review the data. Ces essais cliniques de phase 3 sont réalisés sur près de 45 000 patients depuis le mois de juillet. Après 2 injections à 28 jours d'intervalle, le vaccin semble efficace à 90%. Mais il reste de nombreuses étapes avant d'obtenir son homologation par les autorités américaines et sa mise sur le marché. Pour y parvenir, les 2 laboratoires doivent encore observer et analyser ses effets pendant 2 mois après l'injection de la 2e dose sur au moins la moitié des participants et rassurer quant aux nombreuses questions encore en suspens. We don't know really how well this vaccine works in older people. We'll have to see if there are enough data to tell us that. Pregnant women haven't been studies. Studies in children are just beginning. We'd like to hear a little bit more about the safety data. We know that this vaccine is what we call reactogenic. It causes lots of local reactions. Pas de résultats avant la fin du mois de novembre donc et pas de mise sur le marché avant le 2e trimestre 2021 ou plus tôt. À ce délai s'ajouteront aussi ceux de fabrication et d'acheminement du vaccin, sans compter le temps nécessaire pour que la population mondiale reçoive les 2 injections requises. Les États-Unis et l'Union européenne ont d'ores et déjà commandé 100 et 200 millions de doses pour leur population. Mais en attendant ces autorisations, d'autres tests encourageants eux aussi sont en cours. Selon l'OMS, 10 essais cliniques de vaccins sont actuellement en phase 3 dans le monde. On revient au Bénin pour parler à présent de l'automédication. C'est une pratique très courante qui consiste pour les utilisateurs à soigner leur pathologie en utilisant des médicaments dûment autorisés mais sans avis médical préalable. Et dans le cas des antibiotiques, s'ils sont pris de façon abusive ou inadéquate, ils peuvent avoir un effet contraire, voire abîmer les défenses naturelles de l'organisme. Armel Zanou, pharmacien, nous donne plus de détails. Un antibiotique, c'est avant tout un médicament dont l'objectif justement est de pouvoir lutter contre ce qu'on appelle les infections. Et les infections généralement sont liées au fait que les microbes qui sont dans notre environnement à des moments donnés arrivent à pénétrer notre organisme et malheureusement notre système de défense naturelle n'arrive pas à lutter efficacement contre ces microbes-là. Donc, à un moment donné, quand ces microbes-là prennent le dessus, on va parler d'infection. Et c'est à ce moment-là que les médicaments qu'on va pouvoir utiliser pour corriger ces infections, ces médicaments-là, c'est ça qu'on appelle justement les antibiotiques. Dans notre organisme, nous avons des microbes qui sont dangereux et nous avons des microbes qui ne sont pas dangereux. Alors, quand nous prenons justement les antibiotiques sans savoir sur quel type de microbes nous voulons agir, malheureusement, parfois, nous faisons ce qu'on appelle des dommages collatéraux. C'est-à-dire, en voulant tuer seulement les microbes dangereux, on arrive malheureusement à tuer également les microbes qui sont des microbes, disons, qui ne sont pas dangereux pour nous et qui même nous protègent parfois d'un certain nombre de maladies. À force de mettre une pression médicamenteuse sur un microbe, à un moment donné, le microbe commence par développer de la résistance. Parce qu'on va arriver à un moment où les médicaments ne pourront malheureusement plus être efficaces vis-à-vis de ces microbes-là. Donc c'est pour ça que c'est important, avant de prendre un antibiotique, de prendre l'avis d'un spécialiste de santé pour que le pharmacien ou bien le médecin puisse déterminer avec exactitude le type d'antibiotique qui correspond au type d'infection dont vous souffrez. Pour ceux qui le savent très bien, les médicaments n'ont pas que des effets bénéfiques.
il y a ce qu'on appelle des effets secondaires indésirables également qu'il faut prendre en compte. Donc, il faut toujours prendre l'avis des spécialistes. Et le spécialiste le plus proche aujourd'hui, qui ne vous prend même pas de l'argent pour vous donner son avis, c'est le pharmacien. Ce jeudi, les Nations Unies célèbrent la Journée mondiale de la qualité. Oui, on a l'habitude de déplorer les impacts économiques, sociaux, humains et environnementaux liés à l'absence de la qualité dans de nombreux domaines. C'est donc pour sensibiliser le public à l'importance de mettre en place des procédures qui exigent la qualité, contribuant à l'amélioration des performances des entreprises, nous dit Émile Azopota dans cet élément. Célébré le deuxième jeudi du mois de novembre, la Journée mondiale de la qualité a été instituée en 1990 par les Nations Unies. L'objectif était de sensibiliser le public à l'importance de la qualité des responsabilités et des tâches professionnelles exercées entre pays et au sein des organisations. Ceci afin de renforcer l'innovation, la croissance et la durabilité. La Journée mondiale de la qualité est aussi une occasion pour les États de réfléchir sur la mise en place de procédures qui, à terme, aboutiront à des améliorations économiques et sociales tangibles. Au cours de cette journée, les entreprises du monde entier participent à diverses activités. C'est par exemple la participation des dites entreprises à des séminaires sur leur lieu de travail. Pour rappel, les entreprises fondamentalement concernées par cette journée connaissent déjà les normes ISO 9000, 9001 et désormais celle ISO 14001. L'amélioration de la qualité dans les productions des sociétés humaines peut aussi passer par une amélioration de la qualité dans les relations humaines, les relations inter-entreprises, les relations entre États. À ce titre, il paraît intéressant de relever que les pays à l'origine de cette journée sont tous des pays communément nommés en voie de développement. Les objectifs de développement durable, bientôt conçus sous forme de modules d'enseignement et dispensés à l'École nationale d'administration et de magistrature ENAM à l'Université d'Abomey-Calavi. Le projet d'offre de formation est à l'étape de relecture. À cet effet, un atelier de renforcement de capacité a été initié au profit des formateurs. Les détails dans ce reportage signé Alessandra Djotan. Au nombre de 17, les objectifs de développement durable sont des indicateurs, des défis mondiaux à relever d'ici 2030 pour un avenir meilleur et durable. Vous voyez tous les problèmes que nous avons, changement climatique, etc. Il faut qu'on s'habitue, on s'approprie les meilleures façons de vivre. Et ça doit forcément passer par une formation continue. Ayant pour principale attribution la formation et la remise à niveau des cadres et acteurs de projets de développement, l'École nationale d'administration et de magistrature ENAM s'intéresse aux ODD. L'échéance 2030 n'est pas loin. Et si nous ne voulons pas que notre offre manque de pertinence, il nous faudrait la mettre en œuvre très vite. L'offre avait été conçue par notre centre, grâce aux experts formateurs que nous avons dans la salle que vous avez vue. Mais pour avoir une meilleure qualité de cette offre, nous avons demandé l'appui technique de l'ENAP du Canada et surtout de l'IFDD, qui a associé l'ENAP du Canada pour qu'on voit à travers cet atelier si l'offre répond à toutes les normes requises. L'Institut de la francophonie pour le développement durable, IFDD, est l'organe de la francophonie qui accompagne la réalisation des ODD. Les formateurs et enseignants de l'ENAM occupent une place importante dans le renforcement des capacités des fonctionnaires et des cadres de demain. Il est donc nécessaire au cours de cet atelier de les outiller afin qu'ils puissent concevoir des offres de formation adaptées aux ODD, tenant compte des besoins pédagogiques existants. Pendant la session, les outils méthodologiques et les pratiques en matière de planification et de mise en œuvre du développement durable développés par la francophonie seront présentés
afin de voir dans quelle mesure ils pourront être intégrés dans les modules de formation. Je saisis l'occasion pour féliciter le Centre de formation professionnelle continue de consultance de l'ENAM du Bénin pour son engagement à anticiper en concevant déjà un premier document d'offre de formation continue sur les ODD. Énergie renouvelable, climat, lutte contre la faim et la pauvreté, pour ne citer que ceux-là. Des enseignants venus du Bénin et du Togo verront leur champ de compétences renforcé au cours de cet atelier. La filière de formation sur les ODD verra le jour à l'ENAM au thème du processus en cours. Et c'est la fin de cette session d'information. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bg.